Donc, on va réessayer de le cloner. Bon, bah là, il a voulu. C'était peut-être parce que du coup, j'avais changé la carte réseau. Enfin, le réseau de la carte, et comme j'avais pas redémarré, il y avait peut-être un fichier de configuration qui était pas, qu'il avait pas remis à jour encore pour la lecture du clone. Et comme après, du coup, je l'ai démarré. Donc, pour pas se mélanger, on va le reconfigurer tout de suite. Donc, le VMnet 2, c'est le NAT. Celui-là, on n'y touche pas, parce qu'on a dit qu'il faut que ça soit relié par le WAN, les deux. Et l'autre, du coup, je vais le passer sur mon deuxième host only. Et je vais la renommer. Donc pour la renommer, vous pouvez aller dans les options. Et ici, je vais mettre pfSense. On a dit Paris pour celui qui était en 200. Donc maintenant, je vais redémarrer mes deux machines. Et pendant que ça démarre, je vais aller prendre par exemple mon Ubuntu Desktop. Lui, il était sur le VMnet 1. Donc il va être relié à 250, c'est ça. Donc j'allais démarrer l'Ubuntu Desktop pour pouvoir configurer le pfSense de Lyon. Donc on peut non, là le VPN d'abord. Aussi, ça sera probablement demain. Et je vais démarrer aussi non, pas, mon Windows Server qui lui est sur le réseau 250. Parce que comme je vous ai dit, normalement les pfSense ne peuvent se configurer qu'à partir du LAN et non pas du WAN. Du coup, c'est pour ça qu'il faut deux machines effectivement en mode graphique pour pouvoir faire la configuration du pfSense. Sauf si après vous arrivez à trouver les commandes ou quoi pour le faire tout en ligne de commande via du SSH directement, ça se fait aussi. Mais j'avoue, j'ai jamais essayé. Mais comme tout serveur, il peut se piloter tout en SSH en ligne de commande. Il faut juste les connaître. Donc celui-là, celui-là. Je vais en profiter pour régler celui-ci. Puisque comme c'est un clone, il a les mêmes informations que précédemment, donc ça fait que les réseaux ne sont pas bons. C'est pour ça que des fois d'avoir un clone ça peut être intéressant, mais pas toujours, parce que des fois il faut reconfigurer pas mal de choses. Donc non, je veux pas de DHCP. On a dit 20.0.0, on va mettre 6 pour lui. Non, on va mettre 10. Toujours en 8, là je suis sur le one. 20.0.0.2 pour la gateway, l'upstream pour aller sur internet si nécessaire. C'est la passerelle par défaut et on ne veut pas d'IPv6 ni de DHCP. Et je reconfigure aussi l'adresse de mon LAN, puisque l'adresse du LAN, non, sur Paris on est sur 200. Ouais, en fait ce qu'il y a c'est que les deux VPN vont être reliés par le WAN. Donc là, avant on était les deux réseaux qui étaient reliés de chaque côté de pfSense. Donc là maintenant en fait on écarte les deux, donc il faut un réseau entre les deux, comme quand on faisait sur Packet Tracer.
Quand tu étais entre les deux routeurs, tu étais obligé de créer un nouveau réseau. Donc là, c'est pareil. Donc c'est pour ça qu'il faut que je le reconfigure. Comme j'ai fait un clone, du coup, l'adresse du LAN n'est plus bonne non plus. Donc il faut que je la reconfigure. Donc non, 192.168.200. On va mettre 5. On est ici en 26. Il n'y a pas d'upstream gateway parce que c'est un LAN et toujours pas d'IPv6. Voilà, donc maintenant, la partie côté des pfSense, on les a reconfigurés. On a mis un WAN de chaque côté qui est sur le même réseau et de chaque côté, on a reconfiguré les deux réseaux qui vont bien. Donc ça, c'est la première étape, c'est déjà de bien replacer toutes vos interfaces pour être sûr dans quel sens, qui est qui dans quel sens. Vous allez voir pourquoi c'est important. Donc ici, je vais commencer par Paris. Donc là, j'ai pris mon Windows Server qui est relié sur le réseau de Paris. Par contre, du coup, pareil, lui, on va vérifier ce qu'on a mis, si ça colle toujours. Euh, 200.5, c'est ce que j'ai mis ou pas? C'est PSS Paris 200.5, donc ça colle toujours. Sauf que là, c'est lui normalement, et ça sera en DNS 20.002. Voilà, là normalement on est bon. On va vérifier tout de suite en essayant d'aller. Donc sur 92.168.200.5. Comme on est sur le même réseau, normalement on y arrive bien. Si jamais vous voyez que vous n'arrivez pas, c'est que vous avez peut-être croisé les machines. Donc du coup là on revient à l'interface classique. Et ce qui va nous intéresser, du coup, ça va être la partie VPN. Et ici, celui qu'on va configurer, ça va être le protocole IPsec. Donc, on arrive ici. Donc, en fait, ça va se passer en deux phases. Parce que, comme je vous ai dit, il y a la phase qui va créer le tunnel entre les deux sites. C'est ce qu'ils appellent le P1. Et ensuite, il y aura un P2 qui sera la communication entre les deux réseaux, entre deux ou plusieurs réseaux, s'il y a plusieurs réseaux d'un côté ou quoi, qui vont passer à l'intérieur de ce tunnel. Donc ici, on va cliquer sur Add P1 ou Ajout P1 si jamais vous l'avez mis en français. Donc là, je vais mettre par exemple tunnel vers Lyon. Après, vous mettez ce que vous souhaitez pour vous y retrouver après. Ici, c'est le type
d'échange de clés qui vont passer. Autant mettre la version 2, c'est la plus récente. Donc le protocole, ici on va utiliser de l'IPv4, mais on pourrait effectivement utiliser l'IPv6 ou les deux à la fois. Les interfaces qui vont être reliées, bah là on va relier des interfaces WAN. Si on avait plusieurs LAN et tout, on pourrait rejoindre plusieurs LAN. Ça dépend dans quel sens on va. Voilà, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. C'est la Remote Gateway. Je vais essayer de zoomer un peu. Hop. C'est mieux. Ou pas. Faut pas hésiter à dire. Donc ici, c'est l'adresse publique, c'est-à-dire l'autre côté du WAN. C'est là qu'il ne faut pas se tromper. Parce que des fois, on a tendance à avoir WAN et à mettre l'adresse du routeur sur lequel on est. Non, en fait, c'est l'autre côté. Donc, c'est l'adresse du PFSense qui est à Lyon. Parce qu'il faut lui dire, du coup, vers quel point il va sortir. Qu'est-ce qui va relier ce PC à l'autre côté. Hein? C'est ça. La sortie du tunnel, tout à fait. Donc, soit en IP, soit si c'est reconnu dans un DNS, le nom de l'autre. Ensuite, là, le plus simple, c'est de mettre un Mutual PSK qui est une clé pré-partagée. Ce qu'on appellera aussi, parce qu'on le verra un petit peu plus tard, du chiffrement symétrique. À la différence du chiffrement asymétrique. Et ça, on reviendra un petit peu plus tard là-dessus. Sur les méthodes, comment s'échangent les clés. Donc c'est pas un truc qui est très long. Je pense qu'on verra peut-être ça justement un jeudi. Parce qu'il n'y a pas forcément de. Je sais pas, je vais voir si on fait de la pratique ou pas. Mais au moins pour les concepts, on le fera peut-être un jeudi, c'est rien, c'est pas méchant, on va pas forcément faire de pratique. Par contre, je préviens tout de suite que en général, ils aiment bien poser la question quelle est la différence entre du chiffrement symétrique, asymétrique lors des épreuves. Donc, même si c'est pas un truc qui va forcément passer 15 ans dessus ou quoi, c'est quand même des petits détails qu'ils aiment bien reposer la question. Donc à vous noter dans les révisions, ça également. Donc PSK, c'est Pre-Shared Key. Clé pré-partagée. Mais on peut aussi utiliser, mais là je crois qu'il est un petit peu plus compliqué, je ne l'ai pas retesté, d'utiliser aussi un certificat qui aura été généré par PFSense. La génération de certificats par PFSense, on la reverra demain avec le proxy. Donc du coup, il va identifier par rapport à son adresse web, enfin il peut identifier par rapport à plusieurs éléments. Le plus classique, c'est par rapport à l'IP adresse. Et l'IP adresse du pire, c'est-à-dire la sortie du tunnel. Mais on peut voir qu'on peut l'utiliser avec un nom de domaine et un email, avec le nom de domaine, juste le nom de domaine, et diverses façons de faire reconnaître les personnes entre elles. Là, on va rester classique, on va juste identifier par rapport aux adresses IP, parce que de toute façon, elles ne sont pas rentrées dans un DNS et tout, donc on ne peut pas utiliser de toute façon de domaine. Et la pre-shared key, donc c'est la clé qui va servir entre les deux. Donc soit vous pouvez leur demander d'en générer une, mais du coup, il faudra aussi bien la recopier pour pouvoir la mettre de l'autre côté, ou vous pouvez mettre ce que vous souhaitez dedans.
Et par contre, il faudra que la clé soit la même des deux côtés. Et ensuite, hein, parce que justement, c'est la même clé en fait qui va servir à décrypter des deux côtés. Justement, on le verra, mais bon, je vais déjà peut-être faire une première. C'est plus ou moins l'équivalent un peu du mot de passe pour déchiffrer le contenu. Comme le contenu va être chiffré, il faut avoir la clé de déchiffrement. Et en fait, cette clé-là, elle est partagée entre les deux machines. C'est la même clé qui sert pour les deux côtés. Et Ah. si par exemple là, on emploie Hmm. Ah, oui, ça va faciliter pour après, s'il est temps de faire une autre connexion pour récupérer les données, oui. C'est pour ça que c'est pas forcément toujours la plus sécurisée, mais comme après, derrière, elle est quand même cryptée à l'intérieur du chiffrement, même si quelqu'un de l'extérieur, du coup, là, récupère les données, il ne pourra pas décrypter la clé comme ça non plus. Elle ne sera pas en clair. Par contre, si effectivement un employé ou quelqu'un connaît la clé, la pré-shared key en clair, et qu'il fait une récupération pour récupérer les données, oui, il va pouvoir se connecter au VPN, effectivement. Mais quelqu'un qui ne la connaît pas va pas pouvoir la récupérer comme ça non plus. Mais ça sera quand même la même clé qui sera utilisée pour les deux côtés. C'est le principe du chiffrement symétrique. Parce que c'est le même élément de chaque côté. Et donc après, il y a l'algorithme de cryptage qui est utilisé. Et donc du coup, plus on va haut, plus c'est difficile à déchiffrer. Après, bon, là j'avoue que ça se trouve peut-être que Willy peut en parler un peu plus ou pas, je sais pas, des chiffrements ou quoi, comme tu as fait un peu plus de pratique sur de la sécurité. Donc si jamais je dis un truc qui est pas une bêtise, hein, faut pas hésiter à me reprendre non plus. Et après, c'est la longueur de la clé. En général, on met l'AES, on le met à 256. Et là, normalement, c'est la clé de vérification, c'est ça, le SHA. Hmm. Donc pareil, plus il est élevé, mieux c'est. Par contre, ils disent qu'il y a tout de suite, ils disent qu'il y a des groupes qui sont à éviter. Parce qu'ils sont déjà connus, il y a des failles. Donc en général, c'est 250, AES 256 et 2048 bits. C'est le plus classique, mais qui prendrait plusieurs années à quelques ordinateurs assez costauds à pouvoir déchiffrer. Donc c'est pas très intéressant pour un hacker s'il récupère des données chiffrées comme ça. Hmm. Oui, mais normalement c'est censé quand même bloquer. Ouais. Oui, effectivement. Si là, par exemple, si on demande à PSN de créer une clé privée, voilà ce qui vous sort. Donc effectivement, il y a beaucoup plus de caractères aussi que ce que moi j'ai fait. Même s'il utilise que des chiffres et des lettres, effectivement, ce ne sont pas des éléments qu'on peut trouver dans le dictionnaire. Donc, c'est pour ça. Mais pour ici, là, pour faire le test, après, l'ajout. Hein? Oui, après, faut la copier, l'envoyer de l'autre côté et tout pour pouvoir la récupérer aussi. Donc là, je vais remettre l'autre. Parce que pareil, on est sur des environnements ici de test, déjà pour comprendre le principe. Mais effectivement, en entreprise, soit ça sera à vous parce que dans un petit réseau, vous serez amené à le faire. Donc là, il faudra mettre un mot de passe plus poussé et tout. Ou bien, en général, ça sera plutôt des infrastructures qui seront déjà programmées et donc les mots de passe seront déjà normalement robustes. Voilà. Et donc après, on peut ajouter aussi d'autres algorithmes en plus.
On peut faire du multi-algorithme si on souhaite vraiment essayer de renforcer la sécurité. Mais ça, c'est pas une obligation. Donc ici, après, bah, c'est le temps de vie, c'est plusieurs réglages. Bon, il n'y a pas, par défaut, il n'y a pas spécialement besoin forcément de les changer. Bon, normalement, après, il n'y a plus besoin de rechanger. C'est des options plus avancées. Mais déjà, pour les principes. Ici, on retrouve Custom Ethernet. Donc ça, c'est des ports. Si jamais on veut les changer aussi et utiliser des... Si c'est pas les ports traditionnels qui sont ouverts sur les box, on peut être amené à les changer. Et ici, on voit que les deux ports utilisés par l'IPsec, c'est le port 500 et le port 4500. Donc pareil, ça je vous le remettrai dans le fichier des ports, parce que ça peut être des ports qui peuvent être à retenir aussi dans la liste qui des fois tombe lors des examens, et que je vous demanderai sûrement aussi de toute façon à un moment ou à un autre. Il y a des chances que je mette ces ports-là. Et là, donc on n'a plus qu'à faire save. Et du coup, à appliquer les changements. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire les deux P1, c'est-à-dire les deux côtés du tunnel déjà pour commencer, et après je ferai le P2. Mais en réalité, vous pourriez décider de rajouter tout de suite les P2. Ça poserait pas de problème. Mais là, comme c'est la première fois, pour vous montrer, je fais les deux côtés du P1 et après je vais faire les P2. Donc du coup maintenant, là j'ai configuré celui de Paris. Je vais aller configurer de la même façon celui de Lyon. Alors, propriété filaire, donc je vais voir si tout cale toujours. Donc 192, 108, 250, on va lui mettre 50. Base de réseau 3 fois 255, passerelle 192, 168, 250, et je crois que je lui ai mis 5. Oui. Et le DNS, on dira que ça sera le 20.2 qui sera la gateway extérieure. Donc voilà, là normalement il est reconfiguré et je devrais pouvoir accéder du coup à mon PFSense sans problème. Euh, 150.5. Je ne vais pas tromper. Par défaut, 150, 50. Oui, ou pas. Donc je revérifie mes cartes réseau, des fois je ne me suis pas mélangé. VMnet 1. Est-ce que le VMnet 1 c'est bien le 250?
C'est bien le 250, ok. Et le lion, ici, on a bien VNet 1. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réactiver le DHCP et je vais voir s'il m'a pas fait de mélange. Des fois. Sinon, on n'avait pas de raison que j'arrive pas à y aller. Donc, ici, je vais remettre le DHCP. Je vais reconfigurer la 2 en DHCP ce coup-là. Et on va voir quelle adresse. 250.128. Ouais, donc j'étais. Normalement, j'étais bon. Alors, qu'est-ce que j'aurais mal fait? Paramètres. On va le passer aussi en DHCP. Non, j'ai pas de conflit. Oui, il m'embête. Alors, oui, je vais repasser en HTTP. Bah, apparemment, j'ai un moment, je me suis trompé dans mes réponses. Et j'ai repassé en HTTP. Donc, forcément. Donc, je pense que ça devait marcher déjà avant. C'est juste que là, j'étais pas dans le bon protocole pour le rejoindre. Donc, admin, pfSense. Et là, pareil, donc VPN IPsec. On va rajouter le tunnel, mais de l'autre côté, ce coup-là. Donc, on a dit 20.0.0, normalement, on était à 10. Là, pareil, j'aurais noté sur un papier, j'aurais pas été obligé de faire des allers-retours. Mutuel PSK, ça, on est sur les mêmes choses. Donc, ici, on remet la clé. Ici, on remet les mêmes protocoles d'algorithme, donc AES 256, groupe 14, c'est-à-dire pour 2028, 2048. Sachant qu'après, bah, là il me l'a pas remis, mais il y a certaines fois où il dit que si on est trop justement dans le cryptage, dans le déchiffrement, il peut y avoir des applications qui vont pas arriver à le déchiffrer. Et on save. Donc là, normalement, le tunnel déjà est prêt entre les deux VPN. Si vous voulez le vérifier avant d'aller plus loin, vous allez dans statut IPsec et ici vous allez faire connect P1. Et donc là il va déjà voir si il arrive à le connecter. Donc là il nous met bien que la connexion est établie. Donc déjà on sait qu'on a réussi à rejoindre les deux extrémités, mais maintenant on lui a pas encore dit qu'est-ce qui doit passer à l'intérieur de ce tunnel. Parce qu'on peut très bien établir des connexions tunnel, mais que certaines autres connexions de la carte ne passent pas par ce tunnel parce qu'elles n'ont pas besoin d'aller sur l'autre site, elles peuvent aller sur internet directement d'autres interfaces. On peut mixer les choses. C'est pas parce qu'on utilise l'IPsec que les autres interfaces sont bloquées et doivent forcément passer par là.
Donc voilà, déjà au moins, on sait que notre tunnel, il fonctionne. Donc là, je vais le déconnecter. Je vais revenir à VPN IPsec. Et maintenant, je vais ajouter les phases 2. C'est-à-dire pour dire les voies qui sont à l'intérieur du tunnel. Maintenant, je trace la route à l'intérieur. Là, j'ai juste creusé le tunnel et l'excavatrice, elle est passée, mais du coup, c'est brut par terre. Du coup, maintenant, il faut que je fasse les routes. Donc, on clique sur le bouton pour ajouter les P2, Add P2. Donc là, je suis à Lyon, donc je vais faire lien vers Paris. Mode tunnel IPv4. Donc là, on peut préciser que c'est soit un LAN entier qui va passer par le tunnel, ou on peut même dire que c'est une adresse en particulier, d'un PC en particulier uniquement qui va passer par le VPN. Bon, là, je vais mettre l'Amsonwet. On peut préciser un réseau en particulier aussi. Donc, on peut vraiment adapter en fonction de ce qu'on souhaite. Donc là, je vais mettre les réseaux LAN qui vont passer par le tunnel. Oui, c'est le WAN qui crée le tunnel, vraiment l'infrastructure générale du tunnel. Et après, à l'intérieur, c'est les routes pour dire quels réseaux vont être autorisés à passer à l'intérieur de ce tunnel-là. S'ils sont pas autorisés, si un réseau essaie de passer mais n'est pas autorisé, bah, il ne pourra pas rentrer et donc du coup il ne pourra pas accéder de l'autre côté au deuxième site. Donc là ici, Remote Network, c'est le réseau que l'on veut connecter. C'est-à-dire que ici je suis en le réseau 250, donc il faut que je mette le réseau de Paris qui est à 200.0/26. Et pareil, là je pourrais aussi mettre une adresse spécifique. Si on ne veut pas qu'il y ait forcément tous les PC ou quoi, on veut vraiment se faire juste un tunnel pour l'IT, du poste de l'IT qui a toujours son adresse fixe ou quoi, vers un serveur de l'autre côté, on peut mettre juste une adresse spécifique. Ici, du coup, c'est le type de protocole. En général, l'ESP, c'est le standard. Et ici, on retrouve l'AES, qui est encore, on peut utiliser en fait un algorithme très élevé dans le premier tunnel. Dans le premier tunnel, on peut mettre un algorithme puissant et à l'intérieur du tunnel, comme normalement c'est déjà protégé, on pourrait mettre des algorithmes moins puissants si on voulait. Mais en général, on remet sur l'AES classique. J'avoue que les autres, il faudrait que je recherche, je ne sais plus ce que c'est le GCM. À moins que Willy sache, je ne sais pas. Hein? Bon. Mais bon, déjà l'AES, si vous le remettez en 256, c'est là, on remet le SHA 256 aussi. Et ici, on remet le 1. Oui, bon. Donc, c'est pas critique. Et donc là, pareil, du coup, on va réutiliser les mêmes réglages de sécurité que sur le tunnel lui-même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir le même sécurité à l'intérieur du tunnel que pour le tunnel lui-même. Donc là, ici, on peut éventuellement avoir un autre qu'on va pinguer pour être sûr de garder bien la connexion en vie. C'est pas obligatoire, mais on peut. Mais sinon, on peut cocher au moins la période où il va vérifier de temps en temps si la connexion est toujours vivante. Voilà, donc là, on save. Donc si on refait le bouton bleu, on va voir
ce qui est déjà configuré, donc pour bien voir on va bien vers le réseau, le deuxième réseau. Et bah, du coup, on refait la même chose pour celui de Paris. Donc add P2, description, lien vers Lyon. Vers le 192.168.250.0. Ici, du coup, sur celui-ci, on est bien en 24. On remet à 256 juste AES. On recoche le keep alive. Et donc là, normalement, on a bien tous nos liens qui sont faits. Et normalement, on n'a pas croisé les trucs. Et, enfin, justement, on a croisé bien les réseaux. C'est ça qu'il faut bien faire attention. C'est le point principal. Sinon, en soi, ce n'est pas si compliqué que ça, du coup, de configurer le VPN entre deux sites avec pfSense. Le tout, c'est de ne pas se tromper. Maintenant, bah, on va le tester. Du coup, pour ça, on va aller dans Statut, IPsec, comme on a vu tout à l'heure. Et là, ce coup-là, on va faire connect P1 et P2. Donc là, on voit le P1. Et ici, si on clique, on voit les P2. Et donc là, si je réduis un petit peu, on voit que c'est établi et que là, normalement, c'est connecté. Pour l'instant, il n'y a pas de paquet qui passe parce qu'on n'a pas fait de test. Et ça, on le fera après le test parce qu'il y a un petit réglage encore à faire. Donc, comme c'est l'heure de la pause, on va le rectifier après. Ah, c'est pas allumé. Ah, je sais pas, il y a un truc rouge là. Attends. On avait configuré du coup. Est-ce que vous pouvez Dézoomer. Je peux le faire moi? Ouais. Parce que là, moi, Ah oui, c'est bon, c'est ma résolution directement. Donc, si vous avez effectivement des affichages et une loupe normalement qui permet de réduire un petit peu la résolution pour adapter. Donc du coup là, on avait configuré notre lien entre Paris. Normalement, les connexions étaient établies. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un ping entre les deux machines. Je termine. Voilà. Donc là, je suis sur Lyon. Normalement, le desktop, il est sur Lyon. Donc je vais pinguer le 250.1. Normalement, l'Ubuntu, il était sur Lyon, il était sur le deuxième réseau normalement. De toute façon, on peut le voir là si je descends. Bah si, je suis sur 250. Non, Paris, c'est le 200. T'as raison. Et la machine de Paris, j'avais mis, je crois, 8. Non, 5, c'était le pfSense. Mais là, j'essaie de pinguer mon serveur. Donc déjà, je vais vérifier qu'il m'avait pas mis de protection de réseau. A priori, c'est pas le cas. Et du coup, lui, il avait comme adresse 200.8. Donc, je vais essayer de le pinguer. Comment ça, le réseau n'est pas accessible du tout? 200.5, 200.10. Donc là, il n'arrive pas à atteindre l'autre côté. Si je fais le contraire.
Ah, normalement, justement, je viens de revérifier, mais est-ce il dit même pas qu'il essaie de pinguer, en fait. N'importe quoi. Euh, Ah oui, je sais. Ce qu'il y a, c'est que je l'avais forcé tout à l'heure en utilisant le serveur de DHCP de VMware, donc là, il passe pas par le bon endroit. Donc 250.20. Parce que là, du coup, il passe pas par pfSense pour son réseau. Donc du coup, il peut pas rejoindre le tunnel. Et lui, normalement, j'ai mis à 250.5. Le pfSense de Lyon. Ah non, 250.128. Le DNS de 20.2 et la route, elle sera automatique. Ouais. Ouais. Normalement, c'est pour ça que ce que je vous conseille quand vous rajoutez les trucs, c'est d'ajouter une première déjà. La première carte, normalement, c'est censé être le WAN. Et la deuxième que vous rajoutez, le LAN. Après, comme je vous dis, quand vous reprenez une machine, pardon, qui était déjà configurée, dans ce cas-là, vous activez le DHCP sur les deux réseaux via le DHCP de VMware et vous passez les cartes, les différentes cartes, vous les passez en adresse DHCP dans pfSense. Comme ça, lui va récupérer de VMware les adresses et vous allez bien voir quel réseau correspond auquel. Mais normalement, si vous le faites directement, que vous avez deux ou trois interfaces, vous rajoutez les cartes au fur et à mesure. Normalement, il est censé les prendre dans l'ordre. Mais des fois, quand vous clonez ou quoi, il peut se mélanger ou quoi. Donc dans ce cas-là, c'est à ce moment-là que vous repassez en DHCP. C'est ce que j'avais fait là d'ailleurs. Donc ici, là, on voit que j'ai essayé de pinguer le 200.10, je suis même pas sûr qu'il existe en fait. Le 200.8, on voit que ça passe pas. Maintenant, je vais faire le contraire. À partir du serveur, je vais essayer de pinguer mon Linux. 250.20, j'ai dit. On voit que ça ne fonctionne pas. Ce qui est normal, parce que tout à l'heure, en fait, je vous ai dit qu'il y avait quand même un réglage qu'on allait refaire au retour de la pause. Parce que, si vous vous souvenez, pfSense, donc il sert de routeur, mais il sert à la base de pare-feu. Donc en fait, il faut aller dans le pare-feu, dans le firewall, dans les règles. Et ici, on voit qu'on a IPsec maintenant comme interface. On n'a plus WAN et LAN, on a IPsec directement. Parce qu'on passe par IPsec via le VPN. Et quand on arrive, eh ben, il nous dit qu'on n'a pas de règle de créer. Donc ça fait que par défaut, il bloque toutes les communications. Donc on n'a pas mis de règle. Donc là, on va laisser passer l'ICMP. Donc juste de tous les réseaux, de toutes les sources. Et on va le faire aussi de l'autre côté. Il est où ma configuration? Elle est là. Et donc là, on retrouve IPsec aussi, qui n'a pas de règle non plus. Et on va juste laisser passer l'ICMP en V4. J'applique. Et normalement, maintenant, on voit que ça passe. Je vais me faire un ping-t pour que ça soit infini. Et du côté du desktop, du Linux, on voit que ça s'est mis à passer.
Donc on voit bien maintenant, puisque le ping passe, qu'il passe bien à travers le PSense. Et bien à partir à travers l'IPsec, puisqu'on a été obligé de régler les règles de pare-feu à l'intérieur même de l'IPsec. Donc ça nous confirme les choses. Et on peut le voir, attends, je vais laisser passer celui-là. Et si on retourne dans statut, dans l'IPsec, on voit que là, il y a bien des paquets qui circulent. Donc il y a bien des informations qui circulent. Donc si j'envoyais des fichiers via du partage et tout, on verrait tous les transferts qui se font. Donc on voit bien qu'il y a bien la connexion qui se fait bien par le VPN et donc de façon protégée. Et donc avec ça, vous avez réussi à configurer votre pfSense pour relier en VPN sécurisé 2 sites distants. Donc après, bon là j'ai mis Paris-Lyon, mais ça peut être n'importe où dans le monde. Du moment que les deux arrivent à se relier à Internet, même si dans l'idéal, il faudrait qu'ils soient reliés en direct à l'Internet, mais c'est faisable. Même si le pfSense n'est pas relié directement à l'IP public, on peut arriver à faire du transfert quand même. Ça complique un petit peu le réglage, mais déjà dans le principe, ça sera toujours ça, d'établir un tunnel entre les deux pfSense eux-mêmes, et ensuite d'indiquer quels réseaux sont autorisés à passer dans ce tunnel-là. Donc il y aurait eu plusieurs réseaux derrière, on aurait indiqué dans les P2, on aurait rajouté plusieurs P2 pour établir les différents chemins. Et si on avait plusieurs, mais qu'on voulait qu'un seul réseau ne passe par le VPN, pareil, on aurait pu limiter un réseau en particulier. C'est ce qu'on a fait là, mais là on n'avait qu'un réseau de toute façon de l'autre côté. Mais côté Lyon ou Paris, on aurait pu avoir d'autres interfaces pour d'autres réseaux dans Paris et dans Lyon, mais on aurait pu dire qu'il n'y avait qu'un seul ou deux qui pouvaient passer. Donc on modifie le nombre de P2 en fonction de ce qu'on a besoin. Et donc là, comme j'ai toujours mes pings qui se continuent, on voit la connexion entre les deux. Et là, à la limite, donc là, je suis sur l'Ubuntu. L'Ubuntu, est-ce que j'ai installé le SSH? apt sudo apt install SSH. Bon, il est déjà installé. Donc là, ce que je peux essayer de faire, est-ce que j'ai un fichier ou pas qui est un peu gros là? Tiens, j'essaierai d'envoyer celui-là là. Là, du coup, pour montrer que là, j'ai fait du ping, maintenant, je vais voir pour faire passer aussi un gros fichier directement du serveur vers le Linux. Par contre, à votre avis, là, je vais me connecter via du SSH. À votre avis, est-ce que ça va marcher? C'est ça, effectivement. Là, pour l'instant, on a laissé passer que le ping. Donc, si j'essaie de me connecter en SSH, il va refuser parce que il est refusé. Il n'est pas autorisé. Donc là, pour l'essai, juste pour vous montrer, mais ça, on le réutilisera par la suite, je vais utiliser FileZilla. C'est un protocole un serveur et client de FTP, mais qui permet aussi de se connecter en SFTP, c'est-à-dire Secure FTP.
et le Secure FTP utilise le protocole du SSH. Donc du coup, je l'installe. Il a rien de compliqué à s'installer. Donc ça, c'est un programme de FTP, mais il est assez couramment utilisé quand même. Mais ce n'est pas le seul client FTP. On peut également se connecter en FTP en mode ligne de commande également. Donc là, voilà, attendre qu'il me laisse la main. Dès qu'il veut. Ah, c'est étrange. C'est laquelle là? Hmm. Ah bah c'est pas celle où tu avais fait des essais qui voulait pas au début. Hmm. Et t'as bien le DHCP de connecté? Ah d'accord. Ah. Ouais. Étrange, effectivement. Donc voilà. Bon, l'installation, il n'y a rien de compliqué. Vous avez éventuellement vous installez pas Chrome quand il vous pose la question si vous voulez installer Chrome. Bon. Sauf si vous l'avez déjà ou que vous voulez l'installer. C'est possible, oui. Voilà. Là, je vais déjà essayer de me connecter en direct. Donc 192.108, 250.20 normalement j'ai mis. Donc dans l'autre, vous mettez la machine où vous voulez vous connecter, l'utilisateur auquel on veut se connecter, et le port, normalement en FTP, c'est 20 et 21 qui sont utilisés. Ici, on veut utiliser le SFTP, donc en SSH. Donc on va mettre le port 22. Donc là, il me demande si je veux sauvegarder le mot de passe ou pas. Et là, on voit qu'effectivement, il se passe rien. Parce que dans le PSN, on n'a fait passer que le ping. On n'a pas autorisé le port 22. Donc, on va le faire. Et on choisit du coup dans la liste SSH. Et on le fait. Ce que j'ai fait de ce côté-là. Donc c'est vert. Il faut que je fasse aussi de l'autre côté. Faire l'essai, je sais plus où je suis. En connexion, on remet le 22. C'est ça, bien l'autre côté aussi. Hop. Desk. Et ici, les règles au niveau de l'IPsec. Oui. Une question sur taille des VNC. Ouais. On peut pas mettre de son, juste l'écran. Si j'avais du son qui passait, normalement, je crois que vous l'auriez aussi. Normalement, oui, on va faire l'essai après, mais là, du coup, j'ai pas de son qui sort dans ce que je fais. Bah, après, si, je vais pouvoir le tester rapidement. Je vais sur mon Windows. Si je fais... Ah bah, il n'y a pas de carte son d'installer. Mais si je vais ici, il y a du son qui est sorti ou pas?
Non, j'ai pas l'impression. Hein? Ah oui, c'est vrai que vous n'avez pas de haut-parleur, donc ça règle le problème. Hein? On entend un tout petit Ouais. c'est pas un parleur, Mais oui, effectivement, si vous n'avez pas de haut-parleur ou d'écouteurs, oui, ça va pas. Bon, en même temps, c'est pas plus mal parce que sinon, si Chic est à 10 fois 11 fois le son, c'est pas non plus le plus pratique. Mais en temps normal, normalement, devrait, s'il y a des haut-parleurs, avoir le son, effectivement. Donc, je reconnecte maintenant que j'ai établi. Donc voilà, maintenant, il me dit qu'il a bien détecté une clé, il me demande si elle est valide. Donc oui, je suis d'accord, je suis sûr de cette clé. Et du coup ici, bah, je me retrouve sur le Linux et je vais pouvoir lui envoyer des fichiers. Donc, si je prends un fichier un peu gros, on va prendre taille. On va prendre le boot.wim par exemple. Donc je le fais glisser et on voit que là il est en train d'envoyer de l'autre côté. Et si on revient dans notre interface, dans le statut du IPsec, ça veut bien. On voit que là il y a pas mal du coup d'informations qui sont en train de rentrer. Là on est à 240 mégas et tout, et à la fin on sera à plus de 600, puisque le fichier fait à peu près 600 et quelques mégas, celui que je suis en train d'envoyer. Bon, là après, je sais pas pourquoi il n'envoie pas très vite, mais le transfert se fait quand même. Donc c'est pour bien montrer qu'il n'y a pas que le ping qui passe. On peut laisser passer tout en fonction des règles. Après, d'adapter les règles de pare-feu. Donc voilà, comme ça on peut voir qu'on a bien pu tout régler et relier deux sites distants l'un à l'autre par une connexion sécurisée. Donc est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça qu'on vient de voir et tout? Okay. Donc du coup, hein? Bon non, il allait à 10 mégasecondes, c'est pas non plus phénoménal, mais bon après je sais pas comment il règle son truc, ça c'est du coup c'est VMware qui fait les transferts et tout, donc je sais pas comment il a forcément bien réglé les choses ou pas, donc bon. Mais c'était pour montrer que ça se fait. Et donc maintenant, dans mon Ubuntu Desktop, si je vais dans les fichiers, j'avais mis ça dans Documents, je retrouve bien mon boot.wim qui est là. Et dans le sens contraire, ça marcherait aussi, ou si on utilise du Samba et tout, après c'est d'ouvrir les bons ports qui vont bien pour faire les échanges. Mais voilà, le tout c'était bien de montrer que tout est enregistré, donc on voit bien les différents logs. Je ne sais pas si dans les logs on retrouve IPsec. Voilà, donc dans statut système log, ben, on peut voir les différents éléments qui se sont passés. Donc les différents paquets qu'il a reçus, un petit peu de tout. Voilà. Bon, donc là, vu l'heure, on va pas commencer l'exercice tout de suite. Du coup, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu ce que je vous avais dit par rapport à WireGuard qu'on peut configurer et que je trouve le plus simple à configurer sur une box si jamais il le propose.
Donc là, je vais faire la démonstration. Bon, ici, je l'avais rajouté, mais j'avoue que je ne l'ai pas encore testé la configuration du WireGuard sur pfSense. Donc, il faudrait que je le teste avant. Mais je vais vous montrer dans le cas qui peut vous intéresser plus, c'est à l'intérieur d'une box. Donc, du coup, ici, je vais sur l'adresse de la box. Qui chez vous est votre passerelle. Si vous n'avez pas modifié des configurations particulières, par défaut, l'adresse de votre box est l'adresse de votre passerelle. Ici, je vais aller dans les paramètres. Ici, donc, je suis sur une Freebox. Mais en général, ça sera dans les paramètres. Ou alors, vous aurez directement peut-être un menu marqué VPN directement, selon la box. Hein? Non, c'est une pop. Ouais. Oui, non, mais de toute façon, c'est la Freebox OS, donc c'est la même interface sur toutes les Freebox. Alors, il peut y avoir selon certaines Freebox des fonctionnalités qui sont pas disponibles, mais globalement l'interface est la même sur que ça soit une Freebox, une Delta, la Delta 2 Vialet ou quoi, l'interface reste la même. Donc ici, on voit qu'elle peut faire client VPN, c'est-à-dire que si on veut rentrer les données d'un serveur VPN pour que la box soit identifiée sur ce réseau-là. Mais là, c'est pas ce qu'on va faire. Mais là, ce qu'on va faire, on va faire en tant que serveur VPN. Donc ici, on voit l'état des services, on voit le nombre de clients connectés par chaque type de service. On voit les différentes connexions. Ici, déjà, ce qu'il va falloir, c'est créer un utilisateur. Pour commencer, qui sera l'utilisateur qui va identifier pour s'identifier sur le serveur. Donc là, simplement, on va l'appeler test. On va pas chercher, de toute façon, bien entendu, je le supprimerai la configuration après. Ici, on choisit si le login va s'appliquer pour l'IPsec, l'OpenVPN ou le PPTP. Donc PPTP, c'est point to point. C'est un ancien protocole avant l'IPsec qui maintenant est beaucoup moins utilisé car moins sécurisé. Et sinon, si on veut l'utiliser pour WireGuard. Là, je vais l'utiliser pour WireGuard. L'IP fixe du serveur VPN WireGuard, qui est une adresse complètement différente de votre réseau. Donc là, bon, on peut la choisir dans une liste. Hein. On peut laisser celle par défaut, on peut en choisir une autre. Le keep alive, c'est pour envoyer toutes les X secondes un signal pour être sûr que la connexion reste active. Même si éventuellement vous avez plus de transfert en cours, mais au moins il essaie de conserver la connexion. Ici, il va fonctionner sur le principe d'une clé prépartagée, comme le pfSense qu'on vient de mettre. Donc on sauvegarde l'utilisateur pour l'instant. Et après, ici, on retrouve les différentes façons de se connecter. Le PPTP, l'OpenVPN, l'IPsec, c'est celui qu'on vient de faire. Sauf que par contre, l'IPsec, là, il nous dit qu'il peut l'utiliser que en IPv6, pas en IPv4. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la configuration WireGuard. Donc ici, on choisit un port qui va être utilisé pour la connexion. On peut utiliser celui qui nous met par défaut ou on peut le changer. Et tout simplement, là, ici, vous voyez que soit vous pouvez télécharger la configuration. Si je veux me connecter à partir d'un PC, je télécharge la configuration. Et après, dans WireGuard, on télécharge l'application, on n'aura plus qu'à mettre. Mais l'autre
avantage, c'est ça. Donc là, si vous prenez l'application WireGuard sur votre téléphone, vous scannez le QR code et vous allez être connecté à la Freebox d'ici. Donc là, je vais le... Je l'avais déjà. Mais s'il y en a qui veulent tester, il faut que je la réinstalle. Et donc là, du coup, il fait un tunnel directement entre avec la Freebox et après, vous avez accès à votre réseau local directement. Ou si vous ne le faites pas par le téléphone, je vous dis, vous pouvez aller sur Internet. Hein? Ouais, il met peut-être un petit tuto quand tu télécharges l'application, hein, juste pour montrer comment ça fonctionne. Et après, normalement, bah, vous me dites si vous voulez que je vous raffiche le QR code là, pour ceux qui l'ont chargé. Et donc là, vous serez connecté. Il y a quelqu'un qui l'a fait ou pas du coup? Moi, ça m'a pas mis l'application, ça m'a ouvert Safari et ça m'a mis. Ah, Ouais, c'est ça. ça te demande de nommer? Oui, ça, il faut nommer le profil en fait. Donc tu l'appelles Freebox Centre ou Test ou ce que tu veux. Donc oui, effectivement, la première fois, il va vous demander un nom de profil où vous voulez l'enregistrer dans l'application. Donc là, bah, vous mettez ce que vous souhaitez. Ça n'a pas marché? Oui, mais il faut télécharger en fait l'application WireGuard. Comme sur le PC, il faut utiliser l'application directement WireGuard. Et donc là, du coup, je vais ajouter à partir du fichier que j'ai récupéré tout à l'heure. Et normalement, je devrais avoir ma connexion qui apparaît ici. Donc là, si je veux tester la connexion, je peux me mettre par exemple sur Speed Test. Donc là, il me met bien que je suis chez Free. Et si je valide la configuration, donc là, on voit bien que je suis connecté puisque maintenant il y a le petit bouclier. Si je rafraîchis ma page, non, Speed Test. Bon, logiquement, il aurait dû me mettre l'adresse intérieure. Bon, après, je dis pas qu'il se mélange pas un peu, parce que là, je me connecte au même réseau où je suis déjà connecté ou quoi. Par contre, je peux vérifier quand même que la connexion soit bien faite. Parce que si je vais dans les connexions, on voit que j'ai bien une connexion. Et qu'il y a eu de l'émission de données. Et si je lance le test ici, est-ce que mes données vont évoluer ou pas? Oui. Donc là, on voit bien qu'on passe bien par la connexion quand même du tunnel. Puisque là, on voit que l'émission, c'est 525. Donc c'est qu'il a bien fait le transfert entre les deux. Ça n'a pas marché? Attends. Du coup, je sais pas s'il y en a d'autres contestés ou pas.
L'état, parce que là pour l'instant j'ai qu'une connexion. Très très long. Ah. Après, après, ça dépend aussi de la 4G. La 4G normalement elle marche bien. C'est long à télécharger. Ah, ça c'est. Ah oui, non là c'est. Du coup le site taille du VNC Boulevard vous a planté, c'est peut-être parce que du coup comme je suis connecté, il se mélange entre les deux réseaux. Donc pour lui en réalité j'ai changé d'adresse, donc il se peut qu'il y ait des petits bugs à cause de ça. J'essaie de me reconnecter sans me reconnecter. Et voilà. Donc c'est pour montrer qu'à partir d'une box, normalement le voyant de garde c'est assez rapide à configurer. Hein? Ça a l'air de Voilà. Donc connecter. là, normalement, ça doit être marqué VPN. Donc là, en fait, si tu regardes l'adresse, tu demandes l'adresse IP publique, normalement. La valence peut-être. Donc active et tout. Donc là, serveur DNS, l'adresse IP. Donc là, si tu vérifies que ton téléphone il est bien sur la bonne adresse IP, tu tapes mon IP directement sur Internet. Moi, je devrais te donner ton IP. Alors, c'est le réglage dans la freebox qui ne me plaît pas. C'est ça que là, même, tu vois, et c'est une autre recherche. Bon. Ouais. Pareil, ça ne télécharge pas. Mais là, tu n'es pas encore dans l'application. Tu n'as pas mis l'application Regarde. Si, d'accord. Okay. D'accord. Après, à moins qu'il y ait du mal à partager, parce que là, du coup, on est tous sur le même utilisateur. Peut-être qu'il a un peu de mal à renvoyer sur les. J'avoue que je n'avais pas essayé à plusieurs utilisateurs non plus. Donc peut-être qu'il fallait peut-être faire plusieurs profils. Mais bon, voilà, c'est pour montrer que normalement, c'est faisable. Donc, ouais. Bon, là, vraiment, il y a un petit truc qui bug. Mais après, ça a peut-être bugué parce que justement, je suis sur le même profil avec plusieurs utilisateurs. Donc, c'est possible qu'il ait un peu de mal à répartir entre les différents. On attend un petit couler. Parce que là, vous voyez, on est trois connectés, sauf que lui, il voit qu'un seul client actif. Donc, je pense qu'à mon avis, il doit s'y perdre un peu. Il faut, du coup, dans l'idéal, c'est une personne un utilisateur par machine pour faciliter les choses. Parce que là, du coup, on est tous reliés à la même adresse IP et tout. Donc, mais, hein, normalement, ça devrait te donner 160. On lui avait dit quelle adresse, lui Qu'est-ce qu'on avait donné comme adresse 192, 168, 27, 70. Oui, mais. Ah, d'accord. Donc là, il t'a mis l'adresse publique. Ok. Et l'adresse locale, là, sur le lien. Le lien 2. Est-ce qu'il affiche la bonne? Bon, d'accord. Donc, en fait, du coup, il a réidentifié avec l'adresse publique. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il doit faire des mélanges avec une seule connexion et en même temps, on passe par l'adresse publique derrière. Donc, il peut. Alors, en tout cas, il a vu que ton adresse, là par exemple, si tu te déconnectes du WireGuard,
normalement, tu vas voir que l'adresse publique qui va t'afficher ne sera pas la 82 et quelques. Ça sera 38. Ouais, ça, d'accord. Et là, tu es bien connecté sur l'application. Ok. Il y a 88. Ouais. Non, je pense qu'il a plusieurs. Je pense que c'est parce qu'on est plusieurs sur le même compte du coup. Mais sinon, l'adresse normalement, si tu te déconnectes et que tu demandes à nouveau l'adresse mon IP, il devrait te mettre pas 82, il devrait te mettre autre chose. Parce que l'adresse exacte de la Freebox, c'est elle est à si 88 172, c'est ça, c'est celle de Freebox, c'est celle d'ici. C'est si tu te déconnectes et que tu redemandes l'adresse publique que tu vas avoir autre chose. Donc ça prouve bien que tu es bien connecté à la box puisque tu obtiens l'adresse publique de la box. Donc chez toi, si tu te connectes même même d'un aéroport ou en train de faire des courses ou quoi, bah tu peux obtenir l'adresse de chez toi. Si tu es bien connecté. Et donc du coup, après, si vous faites une recherche sur Internet ou que vous avez des services qui tournent en local chez vous, bah, vous allez pouvoir accéder à ces services-là directement à travers le VPN. Il vous évitera du coup différentes choses. Et au moins, normalement, vous êtes sécurisé à partir de l'endroit où vous êtes. La seule différence, par contre, c'est que la vitesse va dépendre de la vitesse de connexion à l'endroit où vous êtes. Si vous n'avez quasiment pas de connexion, bah du coup, la connexion sera pas très rapide. Mais elle en restera sécurisée quand même. C'est déjà l'avantage. Parce que comme on a vu dans la vidéo et que c'est déjà prouvé que c'est déjà arrivé dans les aéroports, qu'il y en a qui créent des faux réseaux Wi-Fi qui semblent legit, mais qui en fait ne le sont pas. Hmm. Oui, il y a ça. Bah non, c'est ouais. Et je crois que c'était notamment, je crois, à une époque, les flippers 0 là, qui permettaient de le faire, je crois, non? Entre autres. Ouais. Oui. Il y a bien des montres et tout aussi qui embarquent des trucs comme ça. Différents outils, effectivement, de hack et d'éléments. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours faire, effectivement, attention un minimum dans les réseaux publics. Que ce soit dans les bars, dans les centres commerciaux, les aéroports, les trucs comme ça. Hein? Oui. Tout ce qu'ils proposent, McDo et compagnie. En général, c'est rare que je me connecte au réseau public, à part éventuellement en aéroport ou un truc comme ça, quoi, mais ailleurs, en général, c'est ça. Bon, après, je sais pas si ça s'est amélioré, mais depuis 2-3 ans, là. Mais par exemple, à Disney, la 4G, elle est... Je sais pas s'ils mettent des brouilleurs ou quoi, mais... Et après, j'ai déjà essayé avec le Wi-Fi, mais le Wi-Fi n'est pas forcément beaucoup mieux. Mais non, à Disney, c'est pas terrible. Hein? Oui, enfin même la 4G, la 5G, je sais pas, mais bah, apparemment non. Donc voilà, et donc WireGuard, on peut le configurer aussi à partir du PS7, mais ça j'avoue que je l'ai pas essayé. Mais en tout cas,
En tout cas, là, c'était déjà pour montrer au niveau de la box que c'est faisable. Et donc, ça peut être pratique quand même. Donc, 45, c'est un petit peu tôt pour lâcher. Je vais pas donner l'exercice tout de suite. Qu'est-ce qu'on pourrait montrer un petit peu vite fait? Qu'est-ce qu'on pourrait montrer vite fait comme petite démonstration avant de manger? Pour PSS? Non, pas forcément sur le PSS, parce que le proxy, ça va être un petit peu long à montrer maintenant. Je vais peut-être faire au moins une démonstration. Hein? Ouais. T'as une VNC, normalement, t'as le viewer. Après, bah là, là, vous avez peut-être été redéconnecté comme j'avais rechangé de réseau, parce que j'avais quitté le VPN. Donc c'est possible que vous ayez été redéconnecté. Donc là, du coup, je vais juste faire une petite démonstration, déjà, puis après, je vous le remontrerai par la suite un peu plus en détail. Justement, comme ça sera fait du Pi-hole pour bloquer les télémétries et d'autres choses. Donc l'installation se fait sur un Linux. Je vais prendre celui-ci par exemple. Je vais le mettre sur le NAT. Non, je vais le mettre sur le bridge même, tiens. Je vais le mettre sur le bridge. Pour montrer que l'installation n'a rien de compliqué. Juste voir s'il veut bien me lancer la machine, sinon je prendrai avec le desktop. Donc là, je vais déjà aller régler mon adresse IP, puisque là, comme j'ai changé de réseau, l'adresse IP forcément n'est plus valide. Donc sudo nano /etc netplan. Donc voilà pourquoi c'est intéressant d'avoir directement l'adresse IP, parce que sinon vous n'auriez pas le fichier présenté comme ça et vous seriez obligé de bien réaligner tous les éléments pile poil. Et donc c'est un peu galère à faire. 1.165. Ensuite, le DNS va être un 1.254 et 1.1.1. Et on va passer par le 1.254. Voilà, là j'ai reconfiguré parce que comme je suis mis en bridge, je reconfigure sur l'adresse du bâtiment. Donc sudo netplan apply pour mettre à jour. Effectivement, j'ai oublié de lui préciser le masque. Enfin, en l'occurrence le CIDR. Donc forcément, il ne sait pas où aller chercher. Voilà, donc normalement si je fais un ping free.fr, j'ai bien internet. Je vais me connecter en SSH parce que je vais avoir besoin de faire un copier-coller.
On l'avait pas changé le port. ETC, SSH, SSHD, config. Oui, on avait bien changé le port. Donc du coup, ben, on va le laisser à 2244, hein, c'est pas un problème, c'est juste qu'il faut bien prendre la bonne commande. Donc SSH-P 2244 serveur arrobase 1.165. Donc ici après, tout simplement, vous allez sur le site de Pi-hole. Vous avez un lien directement d'installation que vous allez prendre. La seule différence, c'est que ici, il faut rajouter le sudo parce que sinon, il prend pas automatiquement le sudo. Donc, vous lancez. Là, il va aller vérifier tout ce qu'il a besoin. Et il va tout seul installer. Donc là, il dit que vous allez transformer l'ordi en bloqueur de réseau, sur le réseau. Que c'est gratuit, mais que si vous voulez donner, vous pouvez. Donc, il vous précise que vous avez besoin d'une adresse statique, ce qui est logique, parce que le DNS, faut pas qu'il change tout le temps, c'est pas pratique. Donc là, je fais continue parce que de toute façon, je l'ai déjà. Là, il vous remet l'adresse que vous avez pour confirmer si c'est bien celle-là que vous voulez. Ici, du coup, en fait, vous allez choisir l'upstream DNS. Donc, en gros, c'est plus ou moins l'équivalent de l'upstream gateway dans PSense. Donc là, je vais prendre par exemple Quad9. C'est l'équivalent du DNS 9.9.9.9. Et ici, il vous demande si vous voulez ajouter tout de suite une première liste de blocage. Donc là, cette liste-là, elle est par défaut, donc on va la mettre. Il nous demande si on veut l'interface web, donc on fait oui. Et là, il nous dit qu'on a besoin d'un serveur web, donc lui, il va en installer un directement. Mais on peut utiliser un autre qui est déjà connecté. Il y a juste un petit peu plus de réglages à faire dans ce cas. Donc query logging, c'est-à-dire qu'il va enregistrer toutes les informations qui vont passer. Et après, on peut dire le niveau d'enregistrement qu'on veut. Donc show everything, il va montrer tous les domaines où vous avez été, avec quel ordinateur a été sur quel domaine et tout. Mais après, on peut moins d'informations. Surtout, s'il y a beaucoup de transferts, des fois, faut pas forcément mettre tout non plus, parce que sinon le log va être très gros rapidement, quoi. Si vous avez 150 personnes qui passent par ce DNS là, le log ça peut aller vite. La taille. Ou alors faut avoir prévu suffisamment de taille pour le long terme. Voilà, donc là il nous dit comment nous connecter. HTTP 192.168.1.165/admin et ensuite le mot de passe. Ouais, mais en fait, en réalité, on peut le changer, c'est ce qu'on va faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer tout de suite le mot de passe. Donc, sudo pi-hole-a-p, c'est la commande qui va vous permettre de changer de mot de passe de l'admin, du web admin, si jamais vous l'avez oublié.
Donc on pourrait très bien décider de ne pas en mettre. Et maintenant, je vais me connecter. 192.168.165/admin. Je mets le mot de passe. Et ici, du coup, on voit que pour l'instant, il bloque 117 000 domaines. Donc c'est un petit chiffre, hein, parce qu'avec d'autres trucs qu'on pourra rajouter par la suite, j'ai déjà atteint 7 millions 5 d'éléments bloqués. Ici, on voit qu'il n'y a pas de client actif, parce que pour l'instant, il n'y a personne qui passe par ce DNS. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais forcer ma carte réseau à passer par ce DNS. Donc maintenant, mon DNS, ça sera le 192.168.1.165. Donc là, si je fais un F5, pour l'instant, il n'est pas pris en compte. Donc là, je vais naviguer sur 2-3 trucs. Je vais essayer de cliquer sur 2-3 pubs. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai cliqué que sur 3 pages et tout. Il a fait 117 requêtes. Il en a bloqué 66. Soit 56% des requêtes. Et après, on peut faire clic list block queries pour voir ce qu'il a bloqué. Et donc là, il y a un truc image pubmatic, Rubicon Project, Gumcriteo, Yahoo, un truc de Google aussi qu'il a bloqué. Donc là, vous voyez que j'ai pas fait grand chose. Il a déjà bloqué la moitié des requêtes que j'ai faites. Et là, je n'ai que, entre guillemets, 171 000 domaines de bloqués. Et donc là, bah, si je vais essayer d'aller sur Google, taper des choses, je tape sur Pinterest, je reviens, je vais sur, après je vais aller sur YouTube, et ainsi de suite. Et si je reviens dans le PayPal, on voit le nombre de requêtes et on voit qu'il a bloqué encore quelques d'autres trucs, des trucs de statistiques, de clics, Google Ads Service, les pubs de Google. Tout ça, il l'a bloqué. Donc on voit le client, on voit l'adresse de quelle machine c'est connecté dessus. Donc on voit pas forcément le temps où la personne a passé dessus, mais on voit quand même les sites où la personne s'est connectée. Et après, list all queries, on peut voir celles qui sont passées. Et on voit aussi le site, là par exemple, ça c'est YouTube, ça c'est pareil, Google Vidéo, c'est lié à YouTube. Donc on peut vraiment voir tout ce qui se passe, quoi. Bon, là, YT3, c'est pas forcément très clair, mais on peut se dire que c'est YouTube, YT3, parce que s'il l'a laissé passer, mais là on peut voir qu'il y a Glasswire qui a essayé de faire une connexion aussi, donc là il l'a laissé passer. Donc avec ça, vous pouvez vraiment quand même bloquer des trucs qui n'ont rien à faire là, ou limiter de la télémétrie. Que là on voit Pinterest, j'ai cliqué dessus, bah, il a tout de suite bloqué des trucs. Mais par exemple, on voit que par exemple là, Amazon Ad System, c'est des pubs Amazon, c'est passé par contre. Donc admettons que ce site-là, ce domaine-là, je veux le bloquer.
Tout simplement en face, il y a un bouton blacklist. Ah. Bon, je sais pas pourquoi le premier. Et donc là, maintenant, ce site-là, bah, ça sera bloqué. Si j'essaye d'y accéder, maintenant, ça sera bloqué. Bon, des fois, il faut faire un petit peu attention avec Scoblock. Au début, il peut y avoir quelques bugs quand on a les 7 millions. Parce que je sais que ça m'est arrivé au début, sur Twitch, j'avais les icônes de Twitch qui étaient bloquées. Donc on voyait le nom, mais on voyait pas l'icône. On voyait la pastille, mais elle était vide. Et j'avais aussi les aperçus des vidéos de YouTube qui n'apparaissaient plus. Bon, donc c'est quand même un peu embêtant. Il y a bien le titre, mais bon, c'est bien effectivement d'avoir quand même la miniature des vidéos. Donc dans ces cas-là, c'est pareil. On va dans les trucs bloqués, on repère lequel c'est qui était lié à Twitch, et on le met en whitelist, à l'opposé de ce que je viens de faire là. Donc voilà, c'était un petit premier essai, et si vous voulez, pareil, forcer vos machines là, bah vous pourrez avoir toutes les trucs au fur et à mesure aussi. Mais bon, après, quand on le reprendra, peut-être demain ou après-demain, je vous montrerai comment rajouter des listes supplémentaires et tout également, où on trouvait. Mais vous voyez que c'est assez simple. Et après, il peut vous servir aussi de DNS lui-même pour que vous puissiez mettre vos propres entrées. Comme on avait mis dans Windows GLPI et tout, on peut le rentrer directement dans Pi-hole. Donc il va nous servir de DNS également interne. Donc je reviendrai dessus. Voilà, là c'était juste pour compléter le petit morceau. Comme ça, après, quand on revient tout à l'heure, je vous donne un petit exercice à faire sur le VPN. Et puis du coup, bon, on va pouvoir aller manger.